Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, Dominique de Villepin, Jacques Chirac, François Mitterrand, mais aussi Jean-Marie Le Pen. L'ancien président du Front National aurait reçu de l'argent d'Omar Bongo en 1988. Selon Robert Bourgi, les révélations fracassantes de l'ancien monsieur Afrique de l'Élysée s'enchaînent. Une enquête déontologique a été ouverte sur ce personnage de l'ombre. Alors à quoi tout cela peut-il aboutir sur le plan judiciaire? Et surtout, quelles sont les conséquences politiques? Invité du 22h ce soir pour en parler, le sénateur et ancien secrétaire d'État à la coopération Jean-Marie Bockel et le rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche Bruno Jeudi. Rien n'y fait. Face à l'affolement sur les banques, les marchés restent sourds aux appels au calme de Jean-Claude Trichet, Christian Noyer ou encore François Baroin qui se succèdent pour marteler que les banques européennes ne seront pas à court de liquidités. Alors les institutions financières françaises sont-elles vraiment à l'abri? C'est le débat du 22h. Une vidéo mise en ligne par un site d'information yéménite montre 3 personnes, un homme et 2 femmes, présentées comme les 3 humanitaires français enlevés fin mai au Yémen. La vidéo n'est pour le moment pas authentifiée par le Quai d'Orsay, mais elle est d'ores et déjà accueillie avec un immense soulagement par l'ONG Triangle Génération Humanitaire qui emploie les 3 Français. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir en meeting au Trianon dans le 18e arrondissement de Paris. François Hollande s'est expliqué sur sa proposition de recréer les postes supprimés dans l'éducation. Une idée qui a été fortement critiquée à droite mais aussi moquée à gauche. Pourtant, le député de Corrèze reste le favori des sondages. Le dernier en date, Viva Voice pour Libération, le place en tête des intentions de vote. Julie Hulin. Il a choisi d'ignorer les critiques. Attaqué sur sa proposition de recréer 70 000 postes d'enseignants en 5 ans, le président du Conseil général de Corrèze a ce soir évoqué en premier lieu l'actualité judiciaire, suite aux déclarations de Robert Bourgi. Et je m'étonne que face à la gravité de telles assertions, le garde des Sceaux n'ait pas déjà diligenté par le parquet de Paris une enquête, à moins que l'on craigne qu'il y ait d'autres révélations. Une salle comble, des militants remontés. François Hollande a beau créer la polémique, les sondages le placent toujours 10 points devant Martine Aubry. Je ne crois pas que le tempérament de François Hollande, ça soit d'être fou. Je pense au contraire que c'est quelqu'un de très sérieux et que s'il fait cette proposition, c'est qu'elle a été réfléchie. En l'occurrence, je pense que dans l'éducation nationale, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et entre autres, le fait que, comme c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Électorat traditionnel du Parti socialiste, le corps enseignant est l'un des enjeux du vote de la primaire. En souhaitant créer 12 000 postes par an pour un coût de 500 millions d'euros, François Hollande envoie un signal fort et se démarque de ses concurrents, de quoi alimenter le premier débat télévisé qui aura lieu jeudi soir. Et puis à 13 jours des élections sénatoriales, le climat se crispe au Sénat. Le patron des sénateurs PS dénonce l'utilisation par Gérard Larcher des moyens de la République pour tenter, dit-il, d'influer sur le résultat des élections au profit de l'UMP. Le président du Sénat lui répond ce soir en exclusivité sur notre antenne. La réaction de Gérard Larcher. Est-ce que M. Bell se souvient que j'ai réformé avec le président de la Commission des Finances et avec son accord? C'était en novembre 2008, la dotation d'action parlementaire pour la rendre plus juste. D'abord, j'ai réduit la dotation de la présidence de plus de 50%. Et chaque sénateur, sous la répartition de chacun des présidents de groupe, dispose d'une somme qui est en moyenne de 130 000 € par an, qui elle-même est contrôlée par le ministère de l'Intérieur et les préfets. Voilà, c'est quelque chose de soutien des collectivités territoriales. M. Bell, il a aussi une réserve parlementaire? Bien sûr, comme tous les sénateurs. Et il est président de groupe, c'est lui qui administre celle des membres de son groupe. Allez, on se calme, on travaille sérieusement, on parle du Sénat, on parle de la République. Après Chirac, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Robert Bourgi, Mouille, Jean-Marie Le Pen, qui aurait reçu de l'argent d'Omar Bongo en 1988, le président du Front National dénonce ce soir des accusations ridicules. De leur côté, Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont tous deux annoncé leur intention de porter plainte en diffamation. Alors, règlement de compte ou repentir tardif de la part de l'avocat Bourgi? Réaction à suivre sur ce plateau dans un instant, mais d'abord le rappel des faits avec Fabrice Cunet.
Au lendemain des révélations du JDD, Dominique de Villepin et Jacques Chirac ont décidé de porter plainte pour diffamation. Les deux hommes sont accusés d'avoir perçu de fortes sommes d'argent de chefs d'État africains. Ces allégations sont mensongères et indignes. On voit l'acharnement, la volonté de salir la présidence de Jacques Chirac. Ah, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le moment où ça intervient. Si mon client a effectivement des difficultés de mémoire, M. Bourgi en a de plus grandes que lui apparemment. Robert Bourgi maintient aujourd'hui ses accusations. Face aux démentis des intéressés, il a même reçu le soutien de certains intermédiaires. Des démentis comme ça n'emportent pas le fait que c'est une réalité absolue, qui d'ailleurs ne doit sans doute pas s'arrêter au personnage que M. Bourgi a dénoncé, mais qui est une pratique historique. Dans ses accusations, Robert Bourgi, longtemps le monsieur Afrique de l'Élysée, donne des chiffres. 20 millions de dollars en liquide au total entre 1995 et 2005. Pas de cahier de compte ou de comptabilité précise, et donc pas de preuve. Je n'ai aucune preuve. Dans ce domaine-là, il n'y a aucune preuve. Aucune trace. Aucune trace. Et tout le monde le sait, à commencer par ceux à la disposition desquels je vais me mettre, c'est-à-dire les magistrats. Il n'y a pas de trace dans ce domaine-là. Au-delà de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, c'est donc tout un système de financement qui est dénoncé. Un système qui se serait arrêté en 2007. L'hypothèse fait sourire l'opposition qui réclame une enquête. À droite, on réclame des preuves. Robert Bourgi, l'ancien Monsieur Afrique qui met le feu à la République, titre Le Monde. On en parle avec nos invités ce soir. Jean-Marie Bockel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénateur, président de la gauche moderne et ancien secrétaire d'État à la coopération. Avec nous également ce soir Bruno Jeudi, bonsoir, rédacteur en chef au Journal du Dimanche qui a d'ailleurs publié dimanche l'interview de Robert Bourgi. Bruno Jeudi, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il a mis le feu à la République, Robert Bourgi? Exactement. On voit bien depuis 48 heures le séisme que ça crée dans la classe politique et même au-delà, parce que c'est aussi des chefs d'État africains qui sont mis en cause. Donc c'est véritablement des accusations extrêmement graves qu'a porté M. Bourgi, qui les a confirmées dans tous les médias où il est allé aujourd'hui. Et on voit bien ce soir l'embarras à droite, la demande d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire par plusieurs personnalités de droite et de gauche. On attend maintenant que le parquet se saisisse de cette affaire, puisqu'à ce jour, il n'y a pas eu encore de décision de prise. Mais l'intéressé Robert Bourgi réclame lui-même l'ouverture d'une enquête préliminaire, puisqu'il se dit prêt à être à la disposition des magistrats. Jean-Marie Bockel, lorsque vous avez eu cette une du JDD, qu'est-ce que vous êtes dit? Vous avez été surpris? Avec Robert Bourgi, je m'attends à toutes les surprises depuis que nous nous sommes côtoyés sans vraiment nous connaître à l'époque où j'étais à la coopération. Vous l'avez trouvé sur votre chemin, surtout. Oui, on peut dire cela. Moi, je ne contredis pas l'analyse de M. Jeudi sur l'impact de ces révélations, même si parfois je sens dans les réactions peut-être un peu des pudeurs de vierge effarouchées, quoi, alors que c'est tout de même cette question des... C'est un secret de polichinelle, selon vous? Pas le détail, mais le fait que ces choses-là aient existé, voire ici ou là, peut-être existent encore, je n'en sais rien, c'est un peu un secret de polichinelle. Au fond, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant pour moi, c'est, au fond, Robert Bourgi, est-ce qu'il aurait dit ça il y a 2-3 ans? Est-ce qu'on aurait eu un tel pavé dans la mare? Sûrement pas. Donc s'il y a eu aujourd'hui ce pavé dans la mare, il y a sûrement des raisons personnelles, il y a sûrement... ça lui appartient. Je ne me prononce pas, moi je n'en sais rien sur la véracité ou pas des accusations qui sont lancées, mais ce qui m'intéresse, non mais... Vous n'avez rien vu, évidemment. Mais vous occupez un poste... Non, je veux dire, s'il y a un reproche qu'on ne m'a jamais... On vous présente comme une victime de Robert Bourgi. S'il y a un reproche qu'on ne m'a jamais fait, c'est bien celui-là. Non mais attendez, permettez-moi juste d'aller au bout de mon raisonnement. Pour moi, le fait simplement que cette interview ait eu lieu, c'est un signe. Et c'est le signe que... précisément cet aspect peut-être le plus choquant et le plus archaïque de la France-Afrique, à savoir le financement occulte d'un certain nombre de responsables politiques en France, eh bien, cet aspect-là est en train de se fissurer. Je ne dis pas qu'il a disparu.
mais il est en train de se fissurer. Et au fond, c'est peut-être une page qui se tourne. Aux téléspectateurs que ce même Robert Bourgi a déclaré avoir eu, je vais dire entre guillemets, votre tête, c'est-à-dire votre éviction de secrétaire d'État à la coopération après vos propos sur la fin de la France-Afrique. Mais avant, quand vous étiez en poste de juin 2007 à mars 2008, vous l'avez sans doute rencontré. Est-ce qu'il vous a briefé sur la conduite de votre fonction? Aussi étonnant que ça puisse vous paraître, je ne le connaissais pas. Je me souviens très bien l'avoir croisé une fois à un sommet Europe-Afrique à Lisbonne, où il était dans la délégation ivoirienne. Il m'a été présenté, je lui ai serré la main. Je n'ai pas échangé une parole avec lui. J'ai fait sa connaissance après mon éviction. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de parler avec lui. C'est un personnage. Mais pendant l'exercice de mes responsabilités, j'étais pas du tout dans le strip, si vous voulez. J'étais dans le discours de Cotonou, du futur président Sarkozy, qui voulait justement changer la relation à l'Afrique, établir une relation plus saine, être à davantage à l'écoute de la jeunesse des populations. Bref. Et pour moi, c'était ma feuille de route. D'accord. Donc vous l'avez trouvé sur votre chemin après. Ah bah, vous en souvenez, Bruno Jeudi. Oui. Depuis quelques jours, les projecteurs sont braqués sur des hommes de l'ombre, des intermédiaires, on va dire, comme Alexandre Djouri, qui est le personnage central de ce livre à paraître de Pierre Péan, La République des Mallettes chez Fayard. Et là, Robert Bourgi, est-ce que c'est un hasard de calendrier? Il y a des raisons personnelles, mais l'a évoqué M. Bockel, mais pas seulement. Sonia, je crois que s'il y a eu cette interview dans le journal du dimanche de Robert Bourgi, c'est justement parce qu'il y a eu ce livre. Au fond, d'abord, nous, on a fait notre travail de journaliste, sachant que ce livre sortait aujourd'hui en librairie. On a travaillé justement pour voir comment on pouvait rebondir par rapport à ce livre. Il y a des choses très intéressantes. Alexandre Djouri est un autre personnage de l'ombre où il y aurait beaucoup à dire. Et du coup, en fait, c'est par truchement, on est arrivé à Robert Bourgi, qui visiblement est très mécontent de certain nombre de choses qui apparaissent dans ce livre. Il a entendu Dominique de Villepin nier un certain nombre de choses par rapport à Djouri, par rapport à... Il aurait peut-être voulu se venger alors, non? Mais Robert Bourgi la présente comme ça. Il dit qu'il a été évincé par Dominique de Villepin en 2005. Il dit que Dominique de Villepin... il n'accepte pas de l'entendre dire ce sont des fantasmes et tout ça, et manifestement il a voulu à travers nos colonnes régler ses comptes avec Dominique Villepin, mais pas seulement. Et là je trouve que je suis pas d'accord avec Jean-Marie Bockel. Bon, il passe comme ça, au fond c'est pas très important. Non, c'est quand même la première fois que, j'allais dire presque face caméra, un porteur de mallette dit « Je suis allé dans le bureau du président de la République avec le secrétaire général de l'Élysée et devant moi, ils ont compté les billets. » Et il y a un luxe de détail absolument incroyable. Je n'y étais pas. C'est lui qui devra sans doute s'en expliquer, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire de la République. La dernière fois, il y a eu un monsieur qui a fait ça, c'est Jean-Claude Méry. Peut-être le nom dira quelque chose à nos téléspectateurs, mais il était mort. Ce sont des révélations qui sont arrivées après. Là, il est vivant. Il va s'exprimer dans un journal puis dans les télévisions et il dit voilà, j'ai vu le président de la République compter devant moi des billets. C'est quand même tout à fait étonnant et stupéfiant. Je comprends tout à fait ce que vous dites, je ne suis pas en désaccord avec vous, ça va faire les choux gras pendant encore un certain temps, comme l'a dit M. Bourgi, ensuite il y aura la question des preuves. Bon, vaste sujet. Je ne conteste pas d'ailleurs non plus, et je ne remets pas en cause l'effet délétère que peut avoir par rapport à l'image du citoyen sur la classe politique, comme l'on dit, ce genre de révélation. Vous craignez le tous pourri, y compris le Front National d'ailleurs, puisqu'il est ciblé. Quelles conséquences? Évidemment, cela existe. Mais ce que j'ai simplement voulu dire, moi, c'est par rapport à ce qui a été mon sujet. Parce que c'est pour ça que vous m'avez invité sur ce plateau, c'est-à-dire la volonté d'en finir avec la France-Afrique. Pas seulement l'aspect occulte que M. Bourgi évoque ces jours-ci, mais également toute une relation avec l'Afrique on voulait changer, que le président voulait changer. Et ça, si vous voulez, moi je suis parti, et quand je suis parti, quand j'ai été viré en quelque sorte, beaucoup m'ont dit, ben voilà, la fin de la France-Afrique, c'est fini. Et donc tout va continuer comme avant. Et ce que je veux dire, moi, aujourd'hui, au-delà de ce vrai sujet, ce vrai scandale, c'est que l'Afrique est en train de changer, à la fois sur le plan économique, sa croissance, son développement, la démocratie, plus de paix que de guerre, etc. Et la relation à l'Afrique est en train de changer, le regard change, et au fond, la France-Afrique existe toujours. Vous savez, c'est Gramsci, le vieux, la crise, le neuf. Il y a un monde qui est en train de s'effondrer, un autre monde qui commence à naître. On est un petit peu entre les deux, et le fait que Robert Bourgi ait dit ça aujourd'hui,
Il ne l'aurait pas dit il y a 2-3 ans, je le répète, alors qu'il jouait ce rôle d'intermédiaire comme d'autres. Ces intermédiaires, vous savez, il y a toujours eu des intermédiaires dans la diplomatie, il y a toujours eu des diplomaties parallèles. Ils ont pu avoir leur utilité, mais souvent, ils ont survalorisé leur rôle pour monnayer leur influence prétendue. Et là, aujourd'hui, le fait qu'ils lâchent tout montre que ce système que j'ai combattu dans sa globalité est en train tout de même de se fissurer avant de s'écrouler. Ça, c'est je dirais, le signal positif, quoi. Il lâche tout, mais il s'arrête à 2007. Alors, est-ce que tout s'est arrêté, ces financements occultes, tout s'est arrêté, stoppé en 2007 et une ère nouvelle s'est ouverte? Il dit au fond, Nicolas Sarkozy a repris ses compétences, mais sans le système. C'est sa phrase. Moi, écoutez, je ne sais rien de ce qu'il a dit et de ce qu'il n'a pas dit sur ces affaires, puisque évidemment je n'en étais partie prenante d'aucune manière, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu récemment une conversation, il y a quelques semaines, avec le président de la République, un peu sur cet épisode de la France-Afrique, de mon départ. Et finalement, on est arrivé ensemble à la conclusion que sur le fond, on n'avait pas de désaccord, il y a chez lui, et il y a toujours chez lui, et on le voit encore ces jours-ci, une volonté sincère de changer les choses au niveau de la relation avec l'Afrique, simplement sur le timing. Moi, je voulais accélérer le rythme, et lui était confronté à la raison d'État, aux amis de la France, au poids que ça pouvait constituer à l'ONU, à l'Afrique, etc. Il avait quand même fait son premier voyage en Afrique chez Omar Bongo. Oui, non, mais voilà, c'est les amis de la France. Mais je ne dis pas que je suis d'accord. Je dis que je reconnais, parce que moi je pourrais flinguer à tout va sur le plan politique, ce serait facile. Mais je pense qu'il y a eu dans cette affaire, de la part du président, une réelle sincérité. Et ensuite, il s'est heurté au principe de réalité. J'ai été victime de ça. Mais au fond, j'ai eu raison trop tôt. Les choses sont en train de bouger. Et je m'en réjouis. Merci beaucoup, Jean-Marie Bockel. La conclusion, Bruno Jeudi, les conséquences politiques, selon vous, là, à quelques semaines, quelques mois de l'élection. Là, pour l'instant, c'est d'abord Dominique de Villepin et Jacques Chirac qui sont évidemment les premiers et les dégâts les plus importants. Mais au-delà de ça, et c'est vrai que vous le soulignez tout à l'heure, c'est vrai que l'ensemble de la classe politique va en souffrir. La majorité, à mon avis, va se poser beaucoup de questions. Et il faut voir comment l'affaire évolue, mais on voit bien que les magistrats ont la possibilité, même s'il n'y a pas de preuves, je rappelle quand même que dans cette interview, il fait état de cadeaux offert à Jacques Chirac, à Dominique de Villepin. On peut très bien imaginer un magistrat qui perquisitionne et demande à Dominique de Villepin qui vous a offert ces pièces. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de ce journal. La suite du 22h avec à présent l'actualité économique. La bourse de Paris plonge de 4% à la clôture, au plus bas depuis avril 2009. Les opérateurs s'inquiètent d'un possible défaut de la Grèce et les banques françaises, Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas dégringolent depuis de 10%. Alors ces banques sont-elles fragilisées? Débat à suivre dans un instant, mais d'abord le rappel des faits, c'est avec Marie Brémaud. La Grèce est au plus mal et ce sont les banques françaises qui trinquent. Aujourd'hui, les valeurs bancaires de la BNP Paribas, du Crédit Agricole et de la Société Générale ont perdu en moyenne 10%. Des établissements fragilisés par une Grèce au bord de la faillite qui semble dans l'impossibilité de rembourser ses créditeurs. Or, les banques françaises ont prêté beaucoup d'argent à ce pays. La BNP Paribas, près de 5 milliards d'euros. La Société Générale, 2,5 milliards. Le Crédit Agricole, 650 millions d'euros. Conséquence, les bourses s'affolent. À Paris, le CAC 40 est à son plus bas niveau depuis 2 ans. Dans ce contexte, les déclarations se succèdent, les décideurs se veulent rassurants. Après le directeur de la Banque Centrale Européenne, le gouverneur de la Banque de France, c'est au tour du ministre français de l'économie de monter au créneau. Selon François Baroin, les banques françaises peuvent faire face à tout scénario grec et n'ont pas de problème de solvabilité ou de liquidité. La Société Générale a annoncé un vaste plan d'économie. Objectif, réduire la taille de ses activités à risque et ainsi limiter la casse. Les banques françaises restent plus que jamais sous la menace d'une dégradation de leurs notes par les agences de notation. L'actualité économique, Montrose, avec nos invités, Henri Sterdignac, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, économiste à l'OCDE et également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Alors il y a plus d'une semaine où ce débat sur la chute des bourses ne s'invite pas dans l'actualité, dans ce 22h. Est-ce que nous sommes entrés dans un cercle vicieux où la nervosité des marchés est à fleur de peau? Henri Sterdignac. Il y a très longtemps qu'on est dans ce cercle vicieux, depuis que les marchés ont commencé à spéculer contre la Grèce. On voit ce cercle, cette spirale qui se déroule. Tous les pays du Sud ont été attaqués successivement et maintenant les marchés fantasment sur l'éclatement de la zone euro, sur le fait que l'Italie, l'Espagne seront à leur tour menacés et dans ce cas-là, naturellement,
les banques françaises ne seraient plus solvables. Il faudrait venir aider les banques françaises. Pour aider les banques françaises, cela dégraderait encore la situation de l'État français. Et à partir de là, la catastrophe arriverait et les marchés considèrent que cette catastrophe a aujourd'hui une très grande probabilité et tout ça pèse sur la bourse et particulièrement sur les valeurs boursières, et pourtant, sur les valeurs bancaires. Il y a eu différents appels de hauts responsables. Il y a eu celui de Jean-Claude Trichet, celui de Christian Noyer, il y a eu le ministre de l'économie, François Baroin, qui a dit que tout va bien pour les banques. Pourquoi ils ne sont pas écoutés? Ils sont plus crédibles? Parce qu'ils n'apportent pas la démonstration. C'est-à-dire qu'ils disent, ils affirment. Il faut bien voir qu'on est dans la deuxième phase de la crise financière. La première phase, c'était, rappelez-vous, c'était la fameuse crise des subprimes. Chaque banque se demandait si sa voisine, sa consoeur, sa concurrente avait des actifs dits pourris dans son bilan. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même question, mais en plus grave. Parce que la question est de savoir si les actifs du type dette souveraine, la dette grecque, la dette italienne, la dette espagnole, est solvable. Et là, on est devant une incertitude qui est tout à fait nouvelle. C'est-à-dire le fait que, pour la première fois, pour un pays de l'OCDE, c'est-à-dire des pays qualifiés de riches, il pourrait faire faillite. Et évaluer la conséquence d'une telle situation, nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas. Donc, l'incertitude est à la puissance n par rapport à l'incertitude qu'il y avait il y a 2 ans, car il s'agit des États. C'est-à-dire la seule chose qui apparaissait comme à peu près stable dans la tourmente actuelle. Et cette incertitude fait que les marchés sont littéralement perdus. Ils se cognent contre les murs. Et effectivement, les premières cibles, ce sont les banques. Et dans les banques, celles qui apparaissent comme les plus petites, comme la Société Générale. Henri Sarlignac, certains parlent de nationaliser les banques pour les protéger. Est-ce que l'idée fait son chemin? Il y a un risque que nous soyons obligés de le faire. Les banques risquent de perdre beaucoup d'argent avec la crise grecque. Comme l'a dit Jean-Louis, les dettes publiques vont devenir des actifs à risque. Donc il va falloir que les banques provisionnent des fonds propres. Or, les banques n'ont pas ces fonds propres. Elles ne peuvent pas les acquérir sur les marchés compte tenu du niveau actuel des cours de bourse. Donc, il n'y a que l'État qui va pouvoir venir à leur secours. Et le problème, c'est que compte tenu des opinions publiques, l'État ne peut pas venir à leur secours sans demander des contreparties. Et les contreparties, ça sera soit une nationalisation totale, soit une nationalisation partielle. Les actionnaires y laisseront des plumes. Et il va falloir se poser la question comment réorienter l'activité de ces banques. Et les épargnants, heureusement, sont protégés. C'est important pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Est-ce que la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, est-ce qu'elle n'a pas mis le feu aux poudres, Jean-Louis, en plaidant il y a quelques temps, il y a quelques semaines, justement pour la nationalisation des banques disons qu'elle a dit les banques doivent se recapitaliser. Et là où le problème se pose, c'est sur le chiffre. Elle a dit il manque 200 milliards d'euros dans les banques européennes pour se recapitaliser, ce qui est évidemment un chiffre considérable. Mais quand on voit la situation actuelle, je ne pense pas qu'elle ait dit, elle a peut-être dit une sottise politique, mais au niveau technique, elle n'a pas dit quelque chose d'erroné. Et là, il faut bien voir que depuis 2 ans, là aussi, la situation s'est compliquée. Rappelez-vous, première phase de la crise financière, la France a trouvé 20 milliards d'euros à prêter aux banques. Depuis, les banques l'ont remboursé et il y a eu un petit bénéfice pour le budget français, mais on a trouvé facilement 20 milliards. Mais depuis, la dette publique française est passée des 2/3 du PIB à 80% du PIB. Si on devait nationaliser ces banques, il faudra à peu près trouver 50 milliards, soit la valeur actuelle des banques, parce que soit on les exproprie, dire bon, vous êtes des incapables, etc. Bon, en fait, ça vaut rien, votre truc, on le prend, etc. Mais ça, je ne pense pas que c'est le scénario qui soit le plus courant. Donc, il faudrait trouver 50 milliards. Alors, il n'est pas sûr qu'avec une dette de 1500 milliards d'euros, plus les engagements qui doivent se monter autour de 80 milliards pour sauver la Grèce, l'Irlande et le fameux fonds de stabilisation européen, on puisse dire il faut encore faire appel à 50 milliards pour nationaliser les banques. Donc on se trouve dans une situation beaucoup plus compliquée que lorsque les Irlandais ou les Britanniques, par exemple, avaient nationalisé leurs banques en 2008. Henri Sarlignac, pour finir, on apprend là que Timothy Geithner viendra à la réunion des ministres des Finances, donc vendredi. Quel est le regard que portent les États-Unis sur la situation des banques européennes, françaises ? Mais les États-Unis sont bien sûr extrêmement préoccupés par la situation de la zone euro. Ils voient très bien
que si la zone euro éclate, si la Grèce fait défaut, eh ben, ça va provoquer un nouveau cataclysme dans le système financier international et que naturellement les Américains seront touchés. Donc ça devient une question vitale pour l'ensemble du système financier international. Il faut qu'au niveau de la zone euro, on prenne des mesures extrêmement fortes pour que les marchés financiers soient domptés et qu'ils arrêtent cette spéculation. Il faut du courage politique. Il faut du courage politique. Il faut dire aux marchés financiers, arrêtez de spéculer contre les dettes publiques, elles sont garanties par la BCE, par la solidarité de tous les pays, et ensuite on réglera entre nous les questions internes à la zone euro, sinon on va à la catastrophe en Europe et également pour le système financier mondial. Voilà pour cette conclusion. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Et cette question avec notre partenaire, le Figaro.fr, crise des banques françaises. Êtes-vous inquiet pour vos économies? Vous nous disiez, Henri Sterdinac, qu'il n'y a pas de raison. Eh bien, les votants ne vous ont pas écouté. Oui, 58%, non, 38% d'entre eux. Mais peut-être que maintenant, après votre message rassurant, ça sera fait. Merci. Messieurs, la suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé par Cécile Sixou. Officiellement, l'accident est clos, mais pendant quelques heures, on a craint le pire après l'explosion cet après-midi d'un four recyclant les déchets sur le site nucléaire de Marcoule dans le Gard. Bilan, 1 mort et 4 blessés, et selon les autorités, aucune fuite radioactive. Aucune raison de s'inquiéter. Ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, en visite sur le lieu du drame, s'est voulue rassurante, pas assez aux yeux des associations. Prendre des risques pareils, avec des morts, avec des blessés, avec des contaminations durables de certains sites et du milieu, uniquement pour produire de l'électricité, pour quelque chose d'aussi prosaïque, franchement, c'est vraiment très déraisonnable. Nous sommes otages depuis 102 jours. Dans cette vidéo trouvée sur un site d'information yéménite, 3 Français, un homme et 2 femmes, ils sont présentés comme les otages disparus en mai dernier à Seyou au Yémen. Un premier signe de vie pour les membres de l'ONG humanitaire Triangle Génération, enlevé en mai dernier. De son côté, le ministère des Affaires étrangères se veut prudent et n'a pas confirmé l'authenticité de la vidéo. Durant mon séjour ici, nous avons choisi d'investir vers l'avenir plutôt que de regarder dans le passé. Donc, je suis ici pour construire l'avenir, pas pour le passé. Il ne souhaite pas ressasser le passé. Paul Kagame, en visite à l'Elysée ce midi, ne demande pas d'excuses à la France pour son rôle supposé dans le massacre de Tutsis en 1994. Gangrénées par le génocide rwandais, les relations franco-rwandaises se sont apaisées depuis 1 an. Une venue toutefois controversée. Cet après-midi, 200 personnes ont manifesté dans les rues de Paris contre la présence sur le sol français d'un assassin et ont demandé la libération des prisonniers politiques au Rwanda. Il n'en a pas fini avec la justice. 1 semaine après son retour en France, Dominique Strauss-Kahn a été entendu pendant 3 heures ce matin en qualité de témoin dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Accusé de tentative de viol par Tristan Banon pour des faits qui remontent à 2003, l'ancien patron du FMI réfute ces accusations. Il a de son côté porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Cette audition de Dominique Strauss-Kahn clôture l'enquête préliminaire. Voilà, c'est la fin de ce 22h. Je vous en rappelle le principal titre avec les révélations fracassantes de l'ancien monsieur Afrique de l'Elysée qui s'enchaînent après Dominique de Villepin, Jacques Chirac, François Mitterrand. C'est au tour de Jean-Marie Le Pen, vif démenti ce soir d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen qui évoque des accusations ridicules. Merci de nous avoir suivis ce soir. Restez avec nous sur Public Sénat avec tout de suite l'émission Retour sur, consacrée ce soir aux têtes maoris. Belle soirée à vous et à demain. Ce jour-là, à l'hôtel de ville de Rouen, la salle des mariages résonne d'une étrange complainte venue des antipodes. Une délégation néo-zélandaise est venue chercher l'un des siens, une tête momifiée d'un guerrier maori
arrivé en France en 1875. Thank you very much for coming this morning. I can see the eyes of the world are on us this morning, and I appreciate you coming and taking interest in the return of our ancestor back to New Zealand. Discours et salut rituels émaillent une cérémonie inhabituelle pour un temple de la République. Une cérémonie que le peuple maori attendait depuis de nombreuses années. Cette journée est donc l'aboutissement d'un long mais passionnant travail qui, en ce qui concerne la France, aura pris finalement relativement peu de temps. 4 ans, ce n'est finalement pas grand-chose si l'on considère que cela fait plus de 20 ans que la Nouvelle-Zélande a entamé des démarches pour le rapatriement de l'ensemble des têtes réparties à travers le monde. And while toi moko have been curiosities for people to enjoy, they are still our tupuna, our ancestors. Te pōriuri ki te pō I o te atu kei ngā whakahuati herea. Il y a un aspect symbolique, il y a des rituels, on l'a vu, c'est extrêmement important. Et puis aussi sordide que cela puisse être dans certains cas, comme pour les têtes maoris, ça fait partie de notre histoire. Elle n'est pas très belle, que ce soit du côté occidental et aussi en partie du côté maori, parce que c'était une situation très complexe à cette époque-là. Et donc, c'est de l'histoire, il faut que nous puissions garder la mémoire de ce qui n'était pas bien et aujourd'hui ce qui peut être bien. Énormément d'émotions, beaucoup de bonheur aussi, de voir que finalement, parfois légiférer prend du temps. Et puis, tout d'un coup, les choses s'accélèrent et les décisions se prennent. Et aujourd'hui, on en a eu la très belle conclusion. Au XVIIIe siècle, les premiers occidentaux qui débarquent en Nouvelle-Zélande y découvrent une étrange coutume. Les guerriers et les chefs maoris arborent des tatouages sur le visage, des moko. À leur mort, ces têtes, appelées toi moko, littéralement têtes tatouées, sont conservées quelque temps avant d'être inhumées, le temps que l'âme du guerrier quitte son enveloppe charnelle. Il n'en faudra pas plus pour donner envie aux colons de ramener ces têtes en Europe et en faire des objets de collection très prisés. À tel point qu'un commerce florissant va voir le jour, alimenté parfois par des têtes d'esclaves maoris, tatouées de force, puis décapitées, dans le seul but d'être vendues. For the Māori community, it's important for our ancestors to come home. It's about spiritually reconnecting with the ancestor. The body of the ancestor comes home, and so they're spiritually reconnected with their family of origin, with their place of origin, and also we believe that it's the right place for the ancestor is to be buried in Earth Mother, Papatuanuku. Mais le retour au pays de la tête maori de Rouen, dont voici une modélisation, ne s'est pas fait sans difficulté. Sa restitution a provoqué un vrai débat en France.